Bonjour, on va voir dans cette partie un résumé de l'unité 1, consommation de la matière organique et flux d'énergie. On a vu dans cette unité deux parties. La première partie, c'était la consommation de l'énergie. On a expliqué comment on extrait l'énergie emmagasinée dans la matière organique. Et dans la deuxième partie, on a expliqué comment on a utilisé cette énergie dans la contraction musculaire. Donc, on a vu que la dégradation ou l'extraction de l'énergie se fait dans deux voies. On a la voie aérobie en présence de l'oxygène, on a la voie anaérobie en absence de l'oxygène. Donc ici, supposons qu'on a une cellule. Le glucose, c'est de la matière organique, donc le glucose entre dans la cellule. Une fois il va entrer dans la cellule, il va subir une division pour donner deux acides pyruviques. Donc, cette étape appelée la glycolyse. La glycolyse, c'est la division du glucose pour donner deux acides pyruviques. Donc, cette division se fait dans le hyaloplasme ou dans le cytosol. C'est le liquide intracellulaire. Donc, la glycolyse, c'est une étape commune entre la fermentation et la respiration, c'est-à-dire est une étape commune en présence et en absence d'oxygène. Après, il y a des différences. Pour la fermentation, c'est-à-dire en absence d'oxygène, les deux acides pyruviques vont se transformer soit en deux éthanols, soit en deux acides lactiques, et toujours dans le hyaloplasme. Je répète, pour la fermentation, les deux acides pyruviques vont se transformer soit en deux éthanols dans la fermentation alcoolique, soit en deux acides lactiques dans la fermentation lactique au niveau du hyaloplasme. Pour la respiration, donc, nécessite un organite bien spécialisé pour la dégradation de l'énergie emmagasinée dans l'acide pyruvique. Donc ici, on a toujours de l'énergie à extraire dans l'acide pyruvique, mais elle nécessite un organite, c'est la mitochondrie. Au niveau de la mitochondrie, on va extraire l'énergie. Donc, on va voir les étapes de l'extraction de l'énergie. Ici, donc, après la glycolyse, on a l'oxydation de l'acide pyruvique. On reprend le schéma. Ici, on a la cellule, le hyaloplasme, et donc l'acide pyruvique va entrer dans la mitochondrie, exactement dans la matrice mitochondriale. Une fois l'acide pyruvique va entrer dans la matrice mitochondriale, va subir une décarboxylation, il va donner l'acétyle. L'acétyle va réagir avec le coenzyme A disponible dans la matrice mitochondriale pour donner l'acétylcoenzyme A. Et l'acétylcoenzyme A va entrer dans le cycle de Krebs pour libérer de l'énergie. On aura donc au total 2 ATP, 8 NADH+ et 2 FADH2. Ça, c'est la deuxième étape de la respiration. Après la glycolyse, il y a l'oxydation d'acide pyruvique. Après, donc, on a la phosphorylation oxydative, toujours dans la mitochondrie, mais cette fois-ci dans la membrane interne de la mitochondrie. On aura ici une réoxydation des transporteurs des électrons. Les transporteurs des électrons, c'est NADH+ et FADH2. Donc, les transporteurs des électrons disponibles dans la matrice mitochondriale vont libérer des électrons qui seront acceptés par le complexe protéique de la membrane interne de la mitochondrie, et les électrons vont se transporter vers le deuxième complexe protéique avec le pompage des hydrogènes vers l'espace intermembranaire. À chaque fois, donc, on a le déplacement des électrons vers le complexe, on a un pompage des hydrogènes jusqu'à l'accepteur final des électrons, c'est l'oxygène.
Donc ici, le pompage des hydrogènes vers l'espace intermembranaire va produire une différence de charge entre les deux espaces, c'est-à-dire l'espace intermembranaire et la matrice mitochondriale, ce qui active l'ATP synthase. Donc la différence de charge entre l'espace intermembranaire et la matrice active l'ATP synthase. Et bien sûr, l'ATP synthase va permettre le retour des hydrogènes vers la matrice mitochondriale. Le retour des hydrogènes vers la matrice mitochondriale à travers l'ATP synthase permet la synthèse de l'ATP. Donc, on va voir les réactions de la respiration cellulaire. Je répète, il y a 3 étapes. Les étapes de la respiration cellulaire. Il y a la glycolyse, c'est une étape commune entre la respiration et la fermentation. Il y a l'oxydation de l'acide pyruvique et il y a la phosphorylation oxydative. Donc là, la glycolyse, l'oxydation d'acide pyruvique et la phosphorylation oxydative. Pour glycolyse, la réaction c'est le glucose plus 2NAD plus 2 ADP plus 2 PI. On a la production de 2 acides pyruviques, 2 NADH+ et 2 ATP. L'acide pyruvique va subir une oxydation et il nécessite pour l'oxydation 6H2O, 8 NAD+ et 2 FAD pour donner 6 CO2, 8 NADH+, 2 FADH2 et 2 ATP. Et donc la dernière étape, on a 34 ATP plus 34 PI avec 6 O2. On a la production de 12 H2O, 34 ATP, 10 NAD+, et 2 FAD. Donc au total, on a 34 ATP plus 2, ça fait 36, plus 2, ça fait 38. Au total, on a la production de 38 ATP. Ici, donc, on va faire une comparaison entre la respiration cellulaire et la fermentation. Donc, au niveau cellulaire, la respiration commence dans le hyaloplasme, après, donc, et poursuit dans la mitochondrie. Je répète, la respiration se déroule dans le hyaloplasme, c'est la glycolyse. Après, dans la matrice mitochondriale, c'est l'oxydation de l'acide pyruvique. Après, dans la membrane interne de la mitochondrie. Pour la fermentation, se déroule entièrement dans le hyaloplasme. Donc, les 2 étapes de la fermentation se déroulent dans le hyaloplasme. Pour les étapes, je répète, il y a la glycolyse au niveau du hyaloplasme, il y a l'oxydation d'acide pyruvique au niveau de la matrice mitochondriale et la phosphorylation oxydative dans la membrane interne de la mitochondrie. Là, on parle d'une démolition complète ou une dégradation complète parce qu'on a obtenu 38 ATP. Là, les étapes, on a glycolyse dans le hyaloplasme et la réduction de l'acide pyruvique aussi dans le hyaloplasme. Ici, on parle d'une dégradation partielle parce qu'on a seulement 2 ATP, on a toujours des résidus riches en énergie. Ici, donc, la nature des réactions, bien sûr, aérobie, c'est l'accepteur final des électrons au niveau de la membrane interne, c'est-à-dire on a besoin de l'oxygène. Et si on n'a pas besoin de l'oxygène, c'est la voie anaérobie. Pour le bilan énergétique, pour la respiration cellulaire, on a la production de 38 ATP et pour la fermentation, on a la production de 2 ATP. Aussi, c'est une sorte de comparaison entre la respiration et la fermentation. Donc, on a le glucose comme matière organique. Voilà, on a la cellule. Le glucose va entrer dans la cellule. Dans les 2 voies, le glucose va subir une division en 2 acides pyruviques au niveau du hyaloplasme. Après, donc, pour la respiration, l'acide pyruvique va subir une oxydation dans la mitochondrie et aussi il y a l'étape de la phosphorylation oxydative. Le bilan énergétique, c'est 38 ATP. Pour la fermentation, l'acide pyruvique va se transformer soit en acide lactique, soit en éthanol, toujours dans le hyaloplasme, avec la production de 2 ATP. Donc là, c'est la deuxième partie.
on a vu l'utilisation de l'ATP durant la contraction musculaire. On a dit que la contraction musculaire, c'est le mouvement ou le glissement de myofilaments d'actine et de myosine. On va voir comment ça se fait la contraction musculaire. On a dit que lorsqu'on a une stimulation, on a la libération du calcium par le réticulum endoplasmique. Donc, c'est le réticulum endoplasmique qui va libérer le calcium une fois on a une stimulation. Après, le calcium va se fixer sur le troponine. Le troponine, c'est une protéine qui constitue l'actine. Une fois on a la fixation de calcium sur le troponine, on a le mouvement des filaments de tropomyosine. Et le mouvement de ces filaments qui va permettre l'affichage des sites de fixation. Après, on aura la fixation des têtes de myosine sur les sites de fixation d'actine. Cette fixation va permettre le mouvement de la tête de myosine à gauche, donc qui va permettre de contracter, c'est-à-dire le glissement des têtes de myosine sous l'actine. Donc, c'est la contraction musculaire. Après, donc, pour le retour de la tête de myosine à son état initial, il y a l'hydrolyse de l'ATP. Toujours, il y a de l'ATP lié aux têtes de myosine. Et pour le retour à l'état initial ou pour le relâchement, il faut l'hydrolyse de l'ATP ou la libération de l'ATP. C'est pour ça qu'on utilise de l'ATP dans la contraction musculaire. On a vu que l'ATP utilisé durant la contraction musculaire est venu généralement de la respiration. Mais il y a d'autres voies, on va voir ça dans ce schéma. Donc ce schéma représente les différentes voies métaboliques à l'origine de l'ATP dans une cellule musculaire. Donc ça c'est l'actine et myosine, des protéines qui constituent les myofilaments d'un muscle squelettique. Donc la contraction nécessite de l'ATP. Cet ATP vient de la respiration, soit de la fermentation ou de la phosphocréatine. Il y a la voie de la créatine. Mais la voie la plus importante, c'est la voie de la respiration avec la production de 38 ATP. Donc ici, les trois voies, voie de la créatine et fermentation lactique, deux voies anaérobies qui ne nécessitent pas de l'oxygène. Il y a donc la voie aérobie, c'est la respiration. Voilà, donc c'est tout ce qu'on a vu dans l'unité 1, la consommation de la matière organique et flux d'énergie. Merci pour votre attention.